on s'aperçoit de plus en plus que toutes les molécules ne sont pas produites de la même façon par les plantes. C'est-à-dire des molécules très courantes qui visiblement sont très appréciées des insectes ou très utiles à la plante. Eh bien, l'évolution fait qu'on peut arriver à ça par plusieurs voies. Donc c'est un domaine où les enzymes sont très plastiques. C'est assez facile, en changeant un petit peu une enzyme, de lui faire autre chose en fait. Je suis Sylvie Bodino, je dirige un laboratoire, qui est le laboratoire de biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales. C'est un laboratoire de l'université de Saint-Étienne et nous travaillons effectivement sur les composés du parfum, les molécules volatiles. Ces molécules volatiles, ce sont déjà des petites molécules, de petits poids moléculaires. Certains organismes sont capables de les sentir, mais vous pouvez très bien avoir beaucoup de molécules volatiles qui ne sont pas odorantes pour l'homme par exemple, mais qui peuvent être odorantes pour d'autres organismes, ou bien même pas odorantes du tout. Elles sont très diverses, mais si on veut les classer selon le biologiste, on peut les classer selon la façon dont elles sont fabriquées, donc par voie de biosynthèse. Et si on fait ça, en gros, les molécules volatiles, il y a à peu près 3 grandes catégories. La première catégorie, qui est la catégorie la plus vaste, ce sont les terpènes. Donc ça, c'est des molécules qui sont toutes dérivées d'un composé qui s'appelle l'IPP et son isomère, le DMAPP. Voilà. Donc c'est une très grande famille, et dans cette très grande famille, il n'y a pas que des composés volatiles, il y a aussi des composés qui ne sont pas volatiles, comme par exemple les caroténoïdes, qui donnent la couleur orange à la carotte. Voilà, donc ça c'est des terpènes. Les terpènes volatiles, dans la vie courante, on en rencontre beaucoup, par exemple le menthol que vous pouvez avoir dans votre chewing-gum, ça c'est un terpène. Le limonène, c'est ça qui donne l'odeur de l'orange, par exemple. Voilà. C'est des molécules très courantes. L'odeur de rose, par exemple, est beaucoup due à des terpènes, des monoterpènes. Voilà. Après, il y a une deuxième catégorie de molécules qu'on appelle, de manière très générale, les composés aromatiques. Donc ça, c'est des composés qui vont avoir un noyau benzène. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous citer? C'est comme composés. Donc, c'est des composés qui sont tous dérivés d'un acide aminé, qui est la phénylalanine. Et donc, là aussi, il y a une grande diversité. Par exemple, l'odeur du clou de girofle, le génol, c'est ce que vous sentez, ce qu'on vous met quand vous allez chez le dentiste. Bon, ça, c'est un composé aromatique. Bon, il y en a plein. Beaucoup d'épices qui ont des composés aromatiques comme ça qu'on peut sentir. Et puis il y a une troisième, donc ça c'est vraiment les 2 principales catégories, et il y a une troisième catégorie de molécules qui sont moins courantes, qu'on appelle les oxylipides, on dit aussi dérivés d'acides gras, et en fait c'est à partir des acides gras, des lipides, il y a une dégradation et ça produit ces molécules. Alors ces molécules-là, elles sentent, si vous voulez, un peu une odeur d'herbe coupée. Donc c'est moins intéressant pour les parfumeurs, etc. Mais c'est quand même des molécules qui sont émises. Et souvent, elles sont émises, par exemple, par les plantes après une blessure. Après une blessure, la plante, elle va émettre des composés. Alors ça peut être des terpènes, mais souvent, c'est dérivé d'acides gras. Voilà, en gros, ces molécules. Beaucoup de plantes sont capables, quand elles sont attaquées par des ravageurs, alors les ravageurs, ça peut être des insectes qui vont manger les feuilles, et bien en réponse à ces attaques, elles vont émettre des composés volatiles, elles vont émettre ces composés de défense. Alors ces composés de défense, à quoi ils servent? Ils vont servir par exemple à repousser ces insectes ravageurs, c'est-à-dire que l'insecte va les percevoir comme quelque chose de pas agréable et il va être repoussé.
Ces composés peuvent même être aussi toxiques pour certains insectes. Et puis il y a aussi le phénomène qu'on appelle la défense indirecte, où là, la plante relargue ses composés volatiles pour attirer d'autres insectes qui vont attaquer les insectes qui attaquent la plante. D'ailleurs, la plante, elle crie au secours. Elle dit « Au secours, je suis attaquée ». Elle émet des composés volatiles et des insectes arrivent pour en fait, manger les insectes qui attaquent la plante. Donc ça, c'est assez subtil et c'est la défense indirecte. Et puis chez les fleurs, il y a beaucoup une émission qui est en fonction du rythme circadien de la journée. Et vous allez avoir des fleurs qui vont émettre un maximum de parfum pendant la journée, donc par exemple jusqu'à 10 h du matin. Ça, par exemple, c'est le cas de la rose, qui est une plante qui va être pollinisée par des abeilles et des bourdons qui ont une activité diurne. Donc l'activité est synchronisée avec les pollinisateurs. Et puis par ailleurs, vous pouvez avoir des plantes qui vont être pollinisées par des papillons de nuit. Ces plantes-là, par exemple le pétunia, elles vont émettre leurs composés, alors soit au crépuscule, soit carrément au milieu de la nuit. Voilà, donc ça, c'est pas facile pour les étudiants qui travaillent sur ces plantes-là, parce qu'il faut qu'ils fassent leurs expériences de nuit. Alors après, il n'y a pas toujours des rythmes, et vous avez, surtout dans les feuilles, les composés sont souvent stockés dans des cellules particulières, des cellules sécrétrices, on parle de glandes sécrétrices. C'est le cas par exemple chez les lamiacées, comme la menthe, où là vous avez à la surface des feuilles des petites glandes, et c'est là-dedans que la plante stocke les composés jusqu'à ce qu'il y ait un insecte qui arrive et qui relargue en quelque sorte dans le milieu les composés. Une plante par exemple comme la rose, elle peut être pollinisée par plein d'insectes différents, un petit peu des bourdons, des abeilles, des guêpes, enfin voilà, pas mal d'insectes. Et en retour, ces insectes, eux, ils peuvent aussi polliniser toute une variété de fleurs. Donc ils sont considérés comme des généralistes. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous avez des interactions qui sont très, très spécifiques, où là, vous avez vraiment une plante qui va être pollinisée par un insecte, et cet insecte ne va polliniser que cette plante. Donc là, vraiment, on a des cas de mutualisme très, très étroit. Et donc là, bien sûr, quand on a un cas de mutualisme très étroit comme ça, il y a forcément une coévolution de la plante et de l'insecte. Vous avez aussi certaines plantes qui, en fait, entre guillemets, trompent les insectes et en fait elles vont attirer ces insectes, mais elles ne vont pas leur offrir ni pollen, ni nectar, il n'y a rien de particulier que l'insecte peut avoir en retour. Par exemple, elles vont se mettre à ressembler à une fleur, un insecte femelle, et donc les mâles vont venir pour faire une pseudo-copulation. Elles vont même émettre des composés volatiles qui sont des phéromones qui vont attirer les mâles. Et l'insecte va venir, évidemment, il va essayer de copuler, il va quand même s'apercevoir que ce n'est pas sa femelle, et il va repartir sur une autre fleur en disant « Ah ben c'est peut-être bon, c'est peut-être ma femelle », et puis en fait, au moment où il fait ça, il n'y a pas de femelle, elles ne sont pas encore écloses. Donc voilà, et comme ça, la fleur peut être pollinisée sans offrir rien à l'insecte. Ça, c'est le cas de certaines orchidées, par exemple. On s'aperçoit de plus en plus que toutes les molécules ne sont pas produites de la même façon par les plantes. Ça m'amène à vous parler des travaux qu'on a fait sur le rosier. Et donc le rosier, une des molécules principales, qui est un monoterpène, c'est le géraniol. Et donc ce géraniol, c'est une molécule qui est quand même relativement courante dans la nature. Il y a beaucoup de plantes qui le produisent, par exemple le basilic le produit. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que chez la rose, cette même molécule, le géraniol, il est fabriqué de manière tout à fait différente, par une voie alternative qui n'avait jamais été décrite chez les plantes. Donc la rose, elle a pris un autre chemin pour faire la même molécule que les autres plantes. C'est-à-dire des molécules très courantes qui visiblement sont très appréciées des insectes ou très utiles à la plante. Eh bien, l'évolution fait que plusieurs voies, on peut arriver à ça par plusieurs voies. C'est vrai aussi d'autres composés, par exemple le phényléthanol, ça existe chez la tomate, chez le peuplier, chez la rose. Et là aussi, il y a des enzymes légèrement différentes qui sont recrutées par l'évolution pour faire ces molécules. Donc c'est un domaine où les enzymes sont très plastiques.
c'est assez facile, en changeant un petit peu une enzyme, de lui faire autre chose en fait.